Alors, bonjour à tous. Bonjour à tous. J'espère que ça va bien. Bienvenue à ce questions et réponses du 19 octobre. On est très heureux d'être avec vous encore une fois. Comme on fait à chaque semaine, on a un invité. Des fois, on est moi et JP, mais aujourd'hui, on a la chance d'avoir un invité sur un thème en particulier. Donc, on est très heureux d'accueillir Antoine Cormier de Vision immobilière Cormier-Gagnon. Donc, salut Antoine. Tu m'entends bien? Antoine? Jean-Philippe, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu as démuté, Jean-Philippe, mon micro? Démuté. Oui, j'ai démuté. Je t'entends très bien, Yvan. Oui, j'ai démuté ton micro. Voilà. Antoine, est-ce que tu nous entends bien? Antoine, est-ce que tu m'entends? Wow. Antoine, on semble avoir perdu Antoine, donc je vais communiquer. Je te laisse y aller avec les questions, Yvan. Je vais essayer de communiquer avec Antoine directement. OK. Donc, je ne sais pas si les gens ont compris l'introduction. Est-ce que tu as compris l'introduction, Jean-Philippe? Oui. Ou je recommence? OK. Non, Good. Donc, petit problème technique ce midi. On avait déjà un petit problème avant de commencer. Là. Antoine n'entend pas Jean-Philippe. Fait que c'est moi qui vais faire le pont. En tout cas, on va s'adapter pour que ça se passe bien. On vous répète que vous pouvez partager le live. Donc, pour courir la chance de gagner un livre et une formation, on vous invite à partager le live en question. On est déjà 81 personnes. On devrait monter à peu près à 120 comme 125 comme à l'habitude. Merci à ceux qui sont là, des fidèles. Je vois quelques fidèles ici. Et n'hésitez pas à poser des questions à Antoine en lien avec la construction neuve. On va parler de construction neuve ce midi. Essentiellement, mais ça se peut qu'il y ait peut-être des petites questions ici et là qui n'ont pas de lien avec la construction. On va voir si on les prend ou non. Donc, je vais aller voir dans le chat qui a commencé à poser des questions. Donc, Joe Fortin, question, je suis rendu à faire l'évaluation de mon 8 portes. Il y a des réparations de briques pour un certain montant. Je ne sais pas si c'est une question, Joe. Je ne saisis pas la question. D'après moi, c'est une affirmation. Peut-être y aller avec un ordre. Tiens, je vais y aller ici. Ouais, non, je vais y aller avec une question. Je vais commencer pour combler le petit trou qu'on a là. Il y a quelqu'un qui posait une question. Georges, si l'institution financière m'a envoyé le droit de quittance car le prêt hypothécaire est payé en totalité, est-ce que je peux procéder à enregistrer la propriété au registre foncier par moi-même sans utiliser les services d'un notaire? De ce que je sais, la réponse est non, à moins que quelqu'un dans la salle soit notaire et pourrait me contredire, ou un avocat pourrait enregistrer des trucs au registre foncier, mais absolument, c'est réservé aux notaires et aux avocats. Donc, de ce que je sache, tu ne peux pas aller jouer dans le registre foncier, sinon ça risquerait d'être un petit peu bordélique, comme on dit. Antoine, es-tu de retour? De retour, oui. Ah, ben, yes, good. Good, directement de Plessisville. Oui, en fait, centre du Québec, là. Centre du Québec, good. Donc, je disais tantôt, tu m'entendais peut-être pas, là, mais je disais qu'on est en compagnie d'Antoine Cormier, de Vision Immobilier Cormier-Gagnon. Et on a la chance de parler de construction neuve, peut-être un petit peu de réno, on ne sait jamais. Et je te laisse te présenter aux gens, Antoine. Alors, merci. Ben, salut à Jean-Philippe également. Tu m'entends, Jean-Philippe? Très bien, très bien. Tu m'entends moi aussi, là. C'est parfait. Good, c'est bon. Les problèmes techniques semblent réglés, là.
Donc, on est une firme de consultants en architecture. On est principalement des développeurs de projets multirésidentiels. Donc, des projets de construction neuve, évidemment. Le développement immobilier se fait sur des terrains. Alors, il existe des terrains, il y a des maisons dessus. Des fois, on peut démolir certains immeubles puis faire de la densification. Donc, des projets qui sont partout au Québec, là, Rive-Nord, Rive-Sud, Montréal, Québec, Lévis, etc. Donc, nos principaux clients sont soit des entrepreneurs généraux, entrepreneurs promoteurs ou des groupes d'investisseurs immobiliers qui souhaitent faire construire un nouvel immeuble. Donc, on fait de l'urbanisme, changement de réglementation. Souvent, les secteurs existants, ben, il y a des règlements en place qui sont vieillissants, qui ont plusieurs années. Donc, on fait des changements à la réglementation pour permettre une densification au nouvel immeuble là, dans le secteur. OK, merci de ton intro. Pendant que tu parlais, ça me... Je t'entends pas, Yvan. Ouais, est-ce que tu m'entends bien, Antoine? J'entends Jean-Philippe, oui. Là, tu m'entends pas? Aïe, aïe, aïe. Bon, ben c'est bon. C'est moi qui vais communiquer avec toi, Antoine, dans ce cas-là. Est-ce que tu m'entends, Jean-Philippe? Oui, je t'entends très bien. Donc, moi, je vais poser des questions, dans le chat, puis on peut les... Parfait, excellent, parfait. Donc, c'est moi qui va faire le lien avec Antoine. C'est bon. Des petits problèmes techniques, ça fait partie de la vie. Comme j'ai toujours dit, on devrait faire un montage de nos bloopers de toutes ces questions-réponses-là sur le midi. Je pense qu'on aurait un bon lot. Fait que, vas-y, Yvan, pour la première question, puis je ferai les questions pour Antoine. Donc, quand il parlait de, mettons, tu achètes un immeuble, tu démolis, tu construis du neuf, comment on fait pour savoir qu'est-ce qu'on peut construire là-dessus? Qu'est-ce que la ville permet de construire, là? C'est ça, absolument. Les questions, Antoine, c'est à la répéter. Là, désolé pour les gens qui sont avec nous. Mais disons que c'est quoi la réglementation pour démolir? Je sais qu'à Montréal, là, ils sont de plus en plus sévères. Là. Je sais qu'on n'est pas en Québec, là, mais particulièrement à Montréal avec les permis de démolition et les agrandissements et autres. Mais c'est quoi qu'on peut faire pour... c'est quoi les étapes quand on veut démolir un bâtiment là, puis qu'on veut en reconstruire un, là, par exemple, en densification? Bon, évidemment, il y a plusieurs règlements différents d'une ville à l'autre, là, mais principalement à Montréal, faut toujours faire accepter le projet de remplacement quand on parle de démolition. Là. Donc, il y a à démontrer que le projet de remplacement va s'intégrer dans le secteur, répond à la réglementation et à l'intégration architecturale. Ça, c'est une chose. Après ça, la démolition en tant que telle, il y a des respects à faire au niveau de l'environnement. Donc, si c'est un vieil immeuble, de s'assurer d'abord que ce n'est pas un immeuble qui a une valeur patrimoniale, historique ou une valeur quelconque, là, comme ça, ancestrale. Il y a aussi l'environnement pour la façon que ça va être démoli. Il peut y avoir de l'amiante, il peut y avoir du plomb, il peut y avoir toutes sortes de matériaux qui sont, entre guillemets, dangereux et à manipuler avec précaution. Donc, il y a des méthodes de démolition qu'il faut démontrer à la ville si la ville accepte le projet de remplacement et la démolition, évidemment. Là. Il faut également démontrer de quelle façon l'entrepreneur en spécialisation de démolition va s'y prendre pour démolir et partir avec les matériaux. Voilà. OK, intéressant. Et est-ce qu'Antoine, est-ce que tu as vu je suis curieux de voir au niveau de l'évolution durant la pandémie, est-ce que au niveau des projets de construction, est-ce que tu as vu des arrêts? Est-ce que ça l'a changé? Est-ce qu'il y a plus de construction? Comment ça se passe à ce niveau-là? Ben, c'est curieux. En fait, il y a eu un petit moment court là, où la construction s'est arrêtée complètement. Là. Puis après ça, dès le retour de la construction, ben là, il y avait les retards à prendre. Donc, tous les projets qui étaient en chantier devaient être repris puis livrés pour les nouveaux occupants, là, quand on parle de résidentiel, multirésidentiel. Il y a, nous, personnellement, puis plein d'autres bureaux de développement d'affaires aussi, des immobiliers sont débordés. Là. Il y a plusieurs projets en cours. Les municipalités continuent de produire là, des rencontres de CCU, de conseils d'urbanisme. Là. Donc, les projets qui étaient sur la table sont quand même en évolution. Donc, on répond aux demandes des municipalités là, pour les projets en cours, pour faire des changements dans les plans, etc. Il y a beaucoup de travail, effectivement, malgré la pandémie. OK. Ouais.
Intéressant. Intéressant. C'est ça, j'aurais voulu c'est ça que j'étais curieux de savoir si ça avançait autant. Puis les règlements au niveau de la Ville de Montréal, au niveau de l'agrandissement, subdivision de logements, est-ce que tu as eu à toucher de certains projets qui étaient reliés à ces changements de juridiction-là, Antoine? Ouais. Ben, à Montréal, tous les arrondissements, là, il n'y a pas un règlement qui est global à la Ville de Montréal. Là. Chaque arrondissement a ses règlements là, spécifiques. Là. Quand on parle d'agrandissement, ben, il faut se référer là, au règlement d'urbanisme là, vraiment de l'arrondissement. Ce que nos Facebook peuvent faire, nos amis peuvent aller sans rendez-vous au bureau de leur arrondissement où est-ce que le projet est, là, finalement, et rencontrer un technologue là, qui peut vous donner un peu les grandes lignes là, de la réglementation. Il y a souvent la grille des usages et normes là, qui va permettre d'identifier soit le nombre de logements par bâtiment, les marges, etc. Là, quand on fait un projet d'agrandissement, il faut tenir compte de la réglementation actuelle. Les bâtiments qui existent, mais il y a des droits acquis. Des fois, c'est non conforme, mais c'est un droit acquis. Donc, le fait d'agrandir un bâtiment, il faut faire attention parce qu'on peut être obligé de rendre le bâtiment complètement conforme selon l'ampleur d'agrandissement qu'on veut faire. Là. Donc, c'est pas toujours une bonne idée d'agrandir. Des fois, on est mieux de conserver le droit acquis. Au niveau d'agrandissement aussi, ben, le nombre de stationnements qui est requis par logement va varier d'un arrondissement à l'autre. Ça va varier aussi avec les services de transport en commun qui sont disponibles à proximité. Exemple, si vous avez une bouche de métro là, à moins de 150 mètres de l'immeuble, ben, le ratio de stationnement peut être divisé par 2, là, de 50% là, finalement, de ce qui est demandé. Si il n'y a pas du tout de transport là, à proximité, ben, c'est le nombre de stationnements qui est requis qui va un peu gérer les possibilités d'agrandir ou d'ajouter des logements à l'immeuble. OK. Ouais. Intéressant, Antoine. Puis on avait une question de Yvan. Yvan, là, que je vais faire la traduction là, pour éviter de se répéter tout le temps du petit problème technique. Mais Yvan posait la question, c'était l'avantage du neuf versus l'usager. Pourquoi construire neuf? Puis après ça, on va aller avec les questions du public. Là, je sais que Tristan a posé quelques belles questions, mais avant qu'on saute dans les questions, l'avantage du neuf versus l'usager. Ben, c'est une belle question. En fait, l'avantage du neuf, je vais prêcher pour ma paroisse. Là. En fait, le neuf a plusieurs avantages. Vous avez une possibilité d'abord de financer votre immeuble jusqu'à 40 ans. Des fois même, il y a des programmes spécifiques là, de 50 ans de financement. Les mises de fonds d'aussi peu que 15% de mise de fonds. Vous avez également la clientèle d'un immeuble neuf. C'est une clientèle qui est, entre guillemets, plus aisée financièrement parce que évidemment, les logements neufs sont plus dispendieux en location. Donc, vous avez un choix de clientèle qui est ciblé. Là. Vous avez également des frais d'entretien et réparation là, qui sont pratiquement nuls. Là. C'est un immeuble neuf avec des matériaux d'aujourd'hui, des matériaux durables, des matériaux qui sont nobles aussi, là, des belles qualités de matériaux. Vous avez également d'autres avantages. Si on parle de la régie du logement, en fait, vous avez les 5 premières années pour fixer votre loyer selon le marché qui va vous guider un peu, là, sans avoir recours à la régie. Donc, les 5 premières années, là, si vous avez sous-estimé le marché locatif, puis vous êtes en dessous du marché, bien, vous pouvez réajuster ça. C'est sûr que vos locataires ne seront pas très contents d'avoir 100 $ d'augmentation par mois, mais vous avez le droit de le faire à l'intérieur des 5 premières années de construction. Donc, ça fait partie un peu des avantages d'un immeuble neuf. Antoine, si tu permets, il y a aussi... Antoine. Ben, le fait qu'on a la paix, là, c'est pas grave, même si Antoine n'entend pas, là, il n'est pas obligé de renchérir, mais je vais bonifier un peu. Là. On a la paix de dépôt, de dépenses majeures pendant un certain temps. Là. On ajoute un immeuble neuf, un immeuble usagé, ça se peut que l'année prochaine, il y a une toiture qui coule parce qu'on l'a manqué, on l'a échappé à l'inspection. Mais dans le neuf, on a la paix pendant un certain temps d'un point de vue entretien. Fait que ça, c'est quand même intéressant aussi là, comme avantage majeur. Par contre, il n'y a pas rarement du potentiel. Tu sais, on achète plus un investissement à très long terme. Là, le potentiel à court terme, il n'est pas là habituellement. Donc, c'est un petit désavantage, mais il n'en demeure pas moins que c'est très intéressant là, d'aller dans du neuf. Évidemment, le défi, c'est de trouver terrain. Donc, ça va être ça. Absolument, absolument. Ben oui, effectivement. Donc, juste Yvan, il renchérissait sur les dépenses
Antoine, juste les dépenses qui sont moins importantes, effectivement, là, dans les premières années, là, puis un petit peu moins de potentiel. C'est sûr dans le neuf, puis le défi de trouver les terrains. Mais parlant de potentiel, si je peux faire une belle petite liaison, juste pour vous faire participer, bien qu'on est très content de vous offrir ce live-là gratuitement avec les experts du secteur, on vous fait parvenir à la maison. On fait tirer en fait une copie de notre dernier livre, Yvan et moi, qui est transformé en l'opportunité des multilogements trop chers. Donc, si vous partagez, commentez également, juste pour être sûr qu'on voit bien, parce que parfois dans les paramètres de Facebook, c'est masqué. Partagez, commentez, et on va faire tirer avant la fin de la séance un beau livre qu'on vous envoie directement à la maison. Et en plus de la formation du même titre, je n'ai pas la date de la formation, mais peut-être que je pourrais peut-être la trouver, ou Sandra, si tu es là, tu peux la mettre dans le chat. Absolument, absolument. Ben, en fait, me l'envoyer, je pourrais la mettre également. Donc, effectivement, livre et formation dans notre icône. Antoine, de retour à toi pour une autre question de construction. Il y avait Tristan Desjardins, qu'on connaît très bien au club. Est-ce que les immeubles multilogements en préfabriqué, comme Bonneville et La Prise, sont intéressants? Quels sont les enjeux ou les risques pour ce type de construction, Antoine, dans du préfabriqué versus la construction in situ? Bon, très bonne question. Juste avant de répondre à cette question-là, vous parliez tantôt de potentiel. C'est une approche complètement différente entre acheter un immeuble existant. Là, je reviens à l'immeuble neuf. Là, entre acheter un immeuble existant puis de prendre un projet puis le réaliser là, complètement nouveau. C'est que dans le cas d'un immeuble neuf, souvent le potentiel va se prendre, c'est une valeur, on crée une valeur sur le terrain. Il va avoir une valeur ajoutée là, dès la première année sur le terrain. Si vous faites un achat de terrain qui est assez, avec le profit à l'achat évidemment, là, qui est un terrain qui est évalué pour un marché unifamilial. Puis que, exemple, si vous prenez, mettons, 2 terrains côte à côte, il y a 2 petites maisons, l'évaluation, c'était pour de l'unifamilial. Le changement de réglementation du zonage permet d'avoir un 24 ou un 32 logements là-dessus. Évidemment, le terrain va prendre une valeur en considération du nouvel usage là, de l'immeuble. Donc, on crée une richesse là, tout de suite instantanément, ce qui vous permettra, au moment du refinancement, de récupérer une bonne partie de votre mise de fonds. Plus l'ampleur de la valeur du terrain augmente, plus vous pourrez récupérer votre mise de fonds là, initiale. Donc, ça, c'est pour ce qui est du potentiel dans l'immeuble neuf. Pour répondre à Tristan, pour la question de immeubles préfabriqués, théoriquement, c'est un concept intéressant là, de préfabriquer ça en usine, d'avoir des modules et tout ça. Maison La Prise ou que ce soit Bonneville. On parle de la rareté de la main-d'œuvre, difficile de trouver de la main-d'œuvre en chantier, les conditions climatiques qu'on connaît en hiver, tout ça, c'est des concepts intéressants. Sauf qu'en pratique, il y a des défis plus difficiles à réaliser. Là. C'est que le code du bâtiment dans un multirésidentiel demande des résistances au feu, demande des liens qui ne sont pas continus. Il faut que les logements soient vraiment étanches au niveau de la ventilation. Donc, en construisant en module, ben, on a des contraintes d'application en chantier comme ça. Si je parle seulement, mettons, de la distribution électrique ou des gicleurs dans un immeuble de 4 étages, là, ben, faire ça en module, il faut faire ces filés en usine. Rendu en chantier, c'est un entrepreneur électricien qui va raccorder ça, tout ça. Là, l'entrepreneur électricien qui va faire le raccordement, c'est pas lui qui l'a fait en usine. Il va dire, c'est pas moi qui a fait ça. Il y a des contraintes là, de professionnels entre eux, puis en réalisation. Le concept fonctionne. Il s'est fait des choses, entre autres à Longueuil. Bonneville a fait un immeuble à Longueuil aussi. C'est des immeubles qui sont intéressants. Au niveau compétitif, le prix, rendement, là, économie, là, ben écoutez, ça reste à démontrer. Là, une chose qu'on est sûr, c'est que pour que ça soit intéressant en modulaire, il faut le penser modulaire au départ. Il faut déjà avoir le concept là, en tête pour optimiser ce type de construction-là. Donc, est-ce que c'est plus économique?
ça reste à déterminer. Là. Je ne peux pas répondre oui ni non. Ça dépend encore du volume, parce que ça prend du volume là, pour emmener des grues, puis emmener du transport de modules au chantier. L'occupation de la rue et tout ça, ben c'est pas un 6 logements là, qui va être rentable. Il faut penser à du 30, du 40 logements et plus. Là. Voilà. Excellent. Très bonne réponse. Avant de poursuivre avec une autre question de Tristan, on salue Hugo Papineau qui a mis un petit message dans le chat. Il dit salut Antoine. Antoine est le meilleur avec Jason Gagnon. Donc, Jason, qui est un associé à Antoine, font un super job. On te salue, Hugo. On a hâte de te revoir. Depuis que tu fais de la construction neuve, tu es moins présent un peu. On est content que tu sois là. Donc, Jean-Philippe, t'enchaînes avec une question de Tristan. Ouais, je peux y aller avec la question de Tristan et c'est le fun dans les questions-réponses. J'apprends en même temps. Écoute, quelle est la différence entre un changement de zonage et un PPC MOI que personnellement, je ne sais même pas c'est quoi un PPC MOI. Donc, on apprend en même temps. Construction neuve, un peu moins mon anane. Je ne sais pas, Yvan, c'est quoi un PPC MOI? Ouais, PP, c'est moi. Il m'a expliqué, Antoine, mais bon, on va laisser Antoine, on va laisser le spécialiste l'expliquer. Vas-y, Antoine. Oui, mais en fait, un changement de règlement de zonage, là, ça s'applique à une zone. Les territoires des villes sont divisés en zones. Et dans une zone, on a plusieurs terrains, plusieurs rues. Alors, la zone peut être découpée là, en toutes sortes de formes là, irrégulières, mais qui regroupent plusieurs immeubles là, dans une zone. Il peut y avoir une zone résidentielle, une zone commerciale, une zone multirésidentielle, unifamiliale, etc. Un PP, c'est moi, si on traduit là, l'acronyme, là, PP, c'est MOI, c'est un programme de construction et d'occupation là, d'un immeuble. Là, c'est un programme particulier, un PP, programme particulier de construction et modification et d'intégration, d'occupation d'un immeuble. En fait, pour traduire cet acronyme-là, c'est que c'est un changement qui va s'appliquer au terrain seulement, à ce terrain-là, sans affecter le zonage. Si on prend, par exemple, vous avez un zonage qui vous permet de l'unifamilial, et puis vous avez un bon terrain là, dans ce zonage-là qui est à la limite d'un autre zonage qui serait, par exemple, commercial, puis là, vous demandez à la ville, écoutez, on ne veut pas changer, parce que si la ville autorise un changement de zonage pour ce terrain-là, dans le zonage, c'est tout le zonage qui bénéficie du changement de zonage. Donc, la ville ne veut pas nécessairement autoriser tout le monde à avoir des 4 étages là, tout d'un coup dans cette zone-là. Par contre, le terrain en particulier pourrait être favorable à recevoir du 4 étages sans changer de zonage. Il n'y a pas de zone à proximité. Souvent, parce que la zone limitrophe qui serait potentiellement multirésidentielle à 4 étages, par exemple, si elle était voisine, on pourrait agrandir cette zone-là puis l'inclure dans le terrain. Mais si c'est une zone, exemple, qui est résidentielle, unifamiliale, puis l'autre c'est commercial, ben là, on ne peut pas intégrer une zone limitrophe à celle au terrain. Donc, on va créer un PPC-moi souvent pour autoriser ce terrain-là à avoir un usage là, qui est vraiment spécifique à ce terrain-là. Voilà. Ah, merci. On apprend toujours dans ces lives-là. Donc, super intéressant. Il y avait. Philippe, si tu permets, on est vraiment dans le sujet. Pose la question à Antoine. Est-ce qu'on aurait plus de chances d'avoir un oui si on fait un PPC moi au lieu d'un changement de zonage parce que la ville, elle n'a pas à tout changer pour tout le monde, elle fait juste changer pour nous. Nos chances sont peut-être meilleures. Absolument. Donc, Antoine, est-ce que les chances sont meilleures au niveau du PPC moi ou du changement de zonage pour arriver à nos fins? Laquelle? C'est du cas par cas parce que le PPC moi, là, c'est quand même laborieux pour une ville là, de procéder PPC moi. Il y a toute une gestion administrative de ça, il y a des publications, il y a un travail là, qui est quand même aussi laborieux là, que le changement de zonage. Mais ce qui va motiver ça, c'est vraiment l'intention du département d'urbanisme ou des élus là, d'autoriser un usage spécifique à ce terrain-là. L'idée derrière ça, c'est justement de ne pas autoriser tout le zonage là, à avoir ce changement-là, mais si la ville autorise vraiment ce terrain-là et est en faveur, ben c'est un véhicule qui permet à une ville de donner un usage spécifique à un terrain sans modifier le restant du zonage.
Intéressant, merci. Merci, Antoine. Donc, la prochaine question, Choukri, donc il parlait des bâtiments passifs. Donc, j'imagine les bâtiments autonomes en énergie, là. Est-ce qu'il y a une tendance pour les bâtiments passifs et l'impact sur les coûts versus le traditionnel? Je ne sais pas si tu as déjà travaillé là-dessus, sur des projets comme ça, Antoine? En fait, j'ai travaillé sur un projet LEED là, industriel, là, mais je vous dirais que dans le multirésidentiel, souvent, l'idée du bâtiment passif, bâtiment autosuffisant, c'est que c'est l'énergie là, qu'on sauve. Dans le bâtiment multirésidentiel, souvent la facture d'énergie est transférée au locataire. Donc, le promoteur n'a pas vraiment d'intérêt à investir dans un bâtiment passif, à moins que ce soit peut-être une coopérative d'habitation, que tout le monde est propriétaire, puis qu'il y a des avantages à ce moment-là à réduire les frais et à amortir ça, parce que c'est toujours une question de facture, là. Que ce soit un bâtiment LEED ou passif, il faut arriver à amortir. Il y a un surcoût à ça, là, à arriver à ça, un bâtiment autonome. Donc, ce surcoût-là va se traduire en amortissant le nombre d'années en énergie qu'on va sauver. Donc, si ce n'est pas vous, comme promoteur, qui payez l'énergie, c'est vos locataires, il n'y a pas vraiment d'intérêt à faire un bâtiment passif, multirésidentiel. Intéressant, merci Antoine. Si je me permets, de note personnelle, j'ai fait une recherche pour mon plaisir personnel dernièrement sur les panneaux solaires dans lesquels les coûts tranquillement diminuent, tranquillement assez significativement. Et bon, on parle d'un retour sur investissement là, pour une maison unifamiliale, d'un retour sur investissement de 30 ans qui n'est pas nécessairement extraordinaire, on s'entend, mais pour l'immeuble à revenus, dans lequel on doit payer par exemple les aires communes, ou est-ce qu'on a un chauffage d'air commune, si on vient réduire notre facture d'électricité, il faut toujours penser à notre multiplicateur de revenus net au bout. Donc, d'aller sauver un peu la facture et de refinancer. Et pour l'instant, sur le site d'Hydro-Québec, c'est vraiment bien fait, là. Vous pouvez aller voir le panneau solaire. Pour l'instant, juste en refinancement, j'avais calculé qu'on retrouvait à peu près la moitié des coûts d'installation du panneau solaire. Puis ensuite, on avait les économies. Donc là, on parlait peut-être d'un retour sur investissement de 15 ans. Mais à surveiller éventuellement où est-ce que les panneaux solaires vont peut-être être assez bas ou est-ce que ça va valoir la peine de les installer sur le toit de nos bâtiments pour sauver la facture d'énergie associée. Donc, on a le multiplicateur de revenus net là, à la fin, donc qui vient nous aider. On a plus de revenus nets, donc plus de financement. Donc, très intéressant à ce niveau-là. C'était juste ma petite note personnelle. Attends, j'aimerais ça entendre. Vas-y. J'aimerais ça entendre Antoine. OK, Antoine, les panneaux solaires. Mais les panneaux solaires, moi, je vois tout de suite une petite problématique là, à mettre en action. En fait, là, les villes vont... C'est comme un appareil, en fait. Là, c'est comme un appareil au toit. Là. Il va y avoir probablement une réglementation là, pour pas que ça se ramasse avec toutes sortes c'est comme les antennes paraboliques, là, puis les airs climatisés au toit. Là. Donc, il y aura probablement des règlements spécifiques à ça quand ça sera peut-être un peu plus populaire ou plus abordable, là, pour arriver à une gestion de ça, parce que l'orientation d'un panneau solaire, là, c'est important là, pour son efficacité. Donc, c'est ce que je vois. C'est évidemment, toutes ces nouvelles énergies-là, c'est un bonus, c'est un plus, là, si on peut appliquer ça dans le multirésidentiel puis baisser nos MRN, là, c'est fantastique. Ouais. Mais tu vas quand même un petit défi, Jean-Philippe, pour le chauffage. Chauffer les panneaux solaires, ça va être quand même... Ouais, c'est ça. Mais sur le site d'Hydro-Québec, comme je dis, il était vraiment bien fait. Je pourrais peut-être le chercher pendant qu'Antoine sortirait une réponse, mais il prévoyait les heures d'ensoleillement. Donc, on choisissait la ville. Il nous donnait nos heures d'ensoleillement. Donc, Montréal, c'était 1290 heures d'ensoleillement sur la performance du panneau. Donc, il était vraiment assez détaillé sur la performance du panneau, les coûts d'installation par pied carré, par watt. Donc, c'était vraiment bien fait. Puis, si ça continue à descendre, on va voir, là. Je ne sais pas c'est quoi la pente de descente des coûts, mais éventuellement, on va finir par frapper un coup. Est-ce qu'on va pouvoir les installer gratuitement, entre guillemets, gratuitement sur nos bâtiments parce que la banque va les financer via un MRN ou est-ce qu'on va abaisser notre facture d'énergie, là? Donc, c'est quelque chose d'intéressant. Yvan, avais-tu quelque chose à rajouter là-dessus? Non, mais je suis curieux d'entendre Antoine sur les PIA. C'est quoi ça? Les PIA, Antoine, les projets d'intégration architecturale. J'oublie toujours le deuxième I, là. Projet d'intégration. Je t'écoute, Antoine. Et d'intégration. Parfait, je t'écoute. C'est implantation et intégration architecturale. En fait, un PIA, là, c'est un programme d'intégration et d'implantation architecturale.
qui va être spécifique à une zone. Ce PIIA-là va avoir un programme que la ville va fournir. Ce programme-là va avoir des aspects qualitatifs, là, en fait, des couleurs, des matériaux, matériaux nobles, une liste de matériaux nobles. Il va y avoir des pourcentages de ces matériaux-là par façade. Là, il peut y avoir un pourcentage de maçonnerie de 60%, exemple, tout ça. Tout ça est réglementé à l'intérieur du PIA. Le PIA a des critères, a des objectifs, puis des critères d'évaluation pour atteindre ces objectifs-là. Donc, ça va être étudié par le Conseil consultatif d'urbanisme qui va vérifier d'abord, le promoteur ou le concepteur doit prendre connaissance du programme pour arriver à l'évaluation, là, puis d'avoir la meilleure note sur son bulletin, là, finalement. Donc, les PIA, il y en a de plus en plus. Là, ça devient, là, je dirais que presque 80-90% des projets qu'on fait, il y a des PIA. Donc, à chaque PIA, c'est unique par zone, c'est unique par secteur. Donc, il y a des objectifs là, bien précis dans lesquels on doit répondre, puis il y a un comité d'urbanisme qui va pencher dessus. Il y a des choses qui sont quantitatives, des objectifs quantitatifs, des pourcentages, des volumes, des hauteurs, etc. Ça va toucher aussi le paysagement, là, donc l'architecture paysagement, les arbres, les stationnements aussi, les aires d'agrément. Si on prend par exemple la ville de Longueuil, les aires d'agrément, c'est un objectif assez difficile à atteindre. Là. En fait, faire une petite parenthèse, un aire d'agrément, c'est un aire qui doit être aménagé au sol et sur une superficie qui va représenter 20% de l'espace habitable total de l'immeuble. Donc, si vous avez un 4 étages, un 32 logements, il faut additionner tous les espaces habitables, puis il faut prendre 20% de ça, et puis l'amener au sol en aire d'agrément. Puis un aire d'agrément, il y a une largeur puis une dimension qui est réglementée aussi selon le nombre d'étages. Donc, on ne peut pas la mettre dans un coin, ce n'est pas une lisière de pelouse là, qui va compter pour un aire d'agrément. Donc, ce que ça fait dans la vraie vie, c'est que ça limite un peu la densification d'un projet. Ça va un peu baliser là, le déploiement d'un projet parce qu'il faut arriver avec un aire d'agrément en plus des stationnements, etc. Donc, dans un PIIA, on va avoir cette avenue-là, là, cet aspect-là d'aire d'agrément, entre autres. Les traitements architecturaux, puis les hauteurs aussi. Hauteur en étage, hauteur en mètres aussi. Hey, merci Antoine pour cette réponse exhaustive et très précise. Excellent. Quand même rendu 12h35. Le temps file. Continuez à poser des questions à Antoine, gênez-vous pas. On vous rappelle qu'on peut partager le live. On est rendu quand même 115. Donc, on partage le live. On court la chance de gagner un superbe livre transformé en opportunité des multilogements trop chers. Et également la formation du même titre, The Price is Right. Exact, oui. Oui. À toi, Jean-Philippe. Oui, donc juste pour ceux qui seraient déjà à rejoindre à nous, là, on a juste un petit problème technique. Donc, Yvan et Antoine ne peuvent pas se parler. Donc, c'est pour ça que je me place au milieu. Donc, je fais la communication entre les deux personnes. On est pareil, Antoine. Moi aussi, j'ai un stylo là, quand on jase, mais juste faire peut-être attention au niveau du micro là, pour nos téléspectateurs. Là, ça clique un peu dans le micro. Donc, on est pareil. Moi, c'est ça. Moi, je le tourne, il ne fait pas de bruit, c'est pas si pire. C'est pas si pire. Donc, Tristan, mon Dieu, qui est en feu, hein, Tristan, merci de nous donner des bonnes questions en plus. Je vais mettre celle-là ici parce que Tristan en a posé quelques-unes. Je suis curieux de t'entendre parce qu'on parle beaucoup de coûts de construction. Là, on parle de soft cost, mais je vais bonifier aussi parce qu'on parle de 2 par 4 qui sont 200% plus chers qu'au début de l'année, là. J'exagère peut-être un peu, mais disons que les coûts de construction montent beaucoup. Donc, soft cost et j'aimerais ça t'entendre aussi sur les hard costs. Donc, qu'est-ce qui est coût de main-d'œuvre depuis le début de l'année? En fait, les matériaux, entre autres le bois d'œuvre, il y a une augmentation, là, je pense, autour de 80% là, dans les dernières semaines. Là, c'est assez faramineux. C'est à se demander si c'est pas plus économique de faire un immeuble en béton aujourd'hui ou qu'en bois. Les soft costs, les hard costs. En fait, les soft costs, on va avoir
tout ce qui est de... Je vais sortir un document, en fait, si vous me permettez, juste ici. On va avoir les, tous les frais de construction, là, d'avant-construction. Donc, on va avoir... il y a un prêt construction, un prêt temporaire pour le moment de la construction qui doit être fait, qui lui demande une mise de fonds de 25% du coût de construction. Donc, dans ces frais-là, une construction d'un projet moyen va durer entre 1 an et 1 an et demi, peut-être 2 ans, selon la grosseur du projet. Donc, ces frais-là, il y aura des déboursés progressifs, puis ce prêt-là va commencer à être déboursé, puis il y a des intérêts qui vont courir. Donc, on additionne ces coûts d'intérêt-là, on les prévoit là, durant la période. Là. Ça va donner un certain nombre de frais d'intérêt à payer durant la construction. Et ça fait partie des soft costs, là, etc. Puis les coûts de construction elles-mêmes, c'est les hard costs là, que vous allez quantifier, là, le coût de construction du building lui-même. Donc, il y a le côté financier là, qui s'ajoute aux frais durant la construction, puis le côté des matériaux et de la main-d'œuvre, évidemment, qui va là-dedans. Là. Par la suite, une fois que le bâtiment sera construit, je fais un résumé très, très sommaire, là. Une fois que le bâtiment sera construit, que vous avez atteint votre performance locative, c'est-à-dire que vous avez atteint plus de 80% de vos logements qui sont loués avec des baux là, en bonne et due forme, là, ben, si le projet a été prévu pour être transféré à la SCHL, là, à ce moment-là, la SCHL pourra reprendre le projet et puis faire le financement, donc avec une mise de fonds de 15%, incluant là, tout le coût de projet, vos hard costs, vos soft costs sont là-dedans. Est-ce que je m'exprime correctement? Oui, c'est juste Tristan aussi. C'était super, c'est un beau tour des soft costs. Et au niveau des professionnels, Antoine, pour un projet de construction, au niveau des soft costs, ça pourrait ressembler à quoi? Un petit logement. Dans le multilogement, effectivement. Oui, ben c'est très variable. Les professionnels, en fait, quand on parle d'un projet de plus de 3 étages, souvent, puis certaines villes aussi l'exigent, là, même si c'est un petit projet. Il va y avoir évidemment des plans d'architecture là, pour permis, pour construction, pour soumission. Donc, un professionnel en architecture, un architecte. Vous allez avoir aussi un ingénieur en structure pour les plans de fondation, les plans de structure, que ce soit structure de bois, acier ou béton. Vous allez avoir également, juste avant les plans comme ça, il y a aussi peut-être en amont un test géotechnique là, qui pourrait se faire, c'est-à-dire c'est des forages sur le terrain pour évaluer la capacité portante, la composition du sol, la profondeur du roc, les eaux souterraines, donc la nappe phréatique et tout ça. Ça va donner un rapport qui va aider l'ingénieur en structure pour évaluer la largeur de la fondation, des semelles de fondation, si ça prend des pieux, si ça prend de la compaction dynamique, etc. Là. Donc, il y a toutes sortes d'informations qui sont liées à ce rapport-là. L'ingénieur va faire sa recommandation puis son design de structure et de fondation en conséquence. Également, on tient compte dans ces rapports-là du sismique, là, l'état sismique là, des tremblements de terre potentiels qu'un immeuble pourrait supporter. Donc, par la suite de ça, des projets un peu plus importants, on parle de 20 logements et plus, là, idéalement, vous avez un ingénieur en mécanique du bâtiment. La mécanique du bâtiment, vous allez avoir climatisation, ventilation, chauffage, puis vous allez avoir mécanique électrique aussi, là. Donc, toute la distribution électrique, le calcul des charges, c'est plus un mât sur le bâtiment avec un fil là, qui sort du bâtiment. Là. Quand on parle d'un 30 logements, là, il y a une salle de mécanique, il y a tout un système de distribution électrique là, qui se fait là, à partir d'une chambre de mécanique. Donc, ventilation, chauffage, mécanique du bâtiment. On pourrait rajouter à ça dans les soft costs un architecte paysager. Certaines villes vont demander que ça soit réalisé par un architecte paysager pour les plantations, un mélange de plantations, puis l'harmonisation de ces arbres-là à maturité. On a besoin aussi des fois d'avoir le canopy là, qui va couvrir une bonne partie du stationnement pour éviter les îlots de chaleur. Donc, à maturité, ces arbres-là doivent démontrer un déploiement qui va réduire les îlots de chaleur dans les stationnements. Alors, ça fait partie des soft costs. Un arpenteur, vous allez avoir les professionnels là, notaires. S'il y a également une mise en marché de cet immeuble-là aussi là, qui va rentrer là-dedans, vous avez des firmes qui sont spécialisées là, pour remplir votre immeuble. Je vais lâcher mon stylo.
Donc, la mise en marché de l'immeuble, là, c'est très important aussi, là, toute la partie prélocation durant la construction. Alors, ça, c'est des frais là, qui font partie des soft costs. Parfait. Merci. Excuse-moi, Oui. Jean-Philippe, je sais qu'on s'est Vas-y, échangé dans le chat, tout ça, mais on va passer Véro tantôt. Véro, no worries. Très bonne question qu'on pourrait garder pour peut-être vers la fin, là, on achève, là, mais donc, on la garde en tête, celle-là. Parfait. Oui, oui, absolument. On va passer. Puis en passant, les avantages, on a oublié de le mentionner, Antoine, mais CHL, quand tu l'as dit, ça m'a flashé. Je ne sais pas si on l'a dit, je ne me souviens pas, mais on peut y aller 40 ans hein, dans du bâtiment neuf. Donc, c'est intéressant, 40 ans. Et je suis curieux, on va mettre la question de Véronique, mais est-ce que tu as déjà participé dans des programmes où est-ce qu'on faisait du logement abordable pour la SCHL et là, l'amortissement allait jusqu'à 50 ans? C'est assez spécial. Donc, j'aurais voulu t'entendre sur ton expérience par rapport à ça. Est-ce que ça valait la peine d'y aller dans cette démarche-là avec la SCHL pour du loyer abordable? Ben, en fait, on a travaillé quelques projets comme ça avec ce programme-là. Ce programme-là, il faut dire qu'il était, il était offert dans certaines régions. S'il l'offrait dans un secteur à un projet, bien là, il allait dans un autre secteur là, pour pas contingenter ce secteur-là. Donc, c'est pas tout le monde qui avait accès à ce projet-là, à ce programme-là. Et puis, le programme de logement abordable aussi, ben, ça allait avec un programme là, vraiment spécifique là, d'aménagement des logements. Il y avait c'est la SCHL qui fixait le coût des loyers, donc votre revenu brut, là, il fallait qu'il soit en bas du marché d'un certain pourcentage. Il fallait répondre aussi aux accessibilités aux personnes à mobilité réduite. Là. Fait qu'il y a un paquet de contraintes. Là. C'est un engagement. Il faut que le programme vous convienne, que le marché, le coût de construction. Donc, il y a des avantages d'un côté. Il offre des avantages en amortissement de financement, évidemment, là, jusqu'à 50 ans. Des taux d'intérêt très bas. Il y a certains programmes, l'aspect du programme qui payaient aussi les soft costs, là, les plans des professionnels aussi, là, qui étaient subventionnés ou payés là, complètement là-dessus. Mais en revanche, ben là, il y avait le revenu qui était moindre. C'est un engagement de plusieurs années. Et puis, l'aménagement de ces immeubles-là, là, spécifiquement, qui répondaient au programme. Donc, oui, c'est très complexe. Là. Je ne sais pas d'ailleurs si ce programme-là existe encore. Là. Il y avait certaines régions qui en bénéficiaient plus que d'autres. Là. Parfait. Merci Antoine. Donc, on va y aller tout de suite avec une question de Pierre-Luc Drouin, à moins que tu aies quelque chose à rajouter, Yvan, sur le. Non, Pierre, bonne question qu'on le salue de Trois-Rivières en passant. Parfait. Salut Pierre-Luc. Bonjour à tous. Voyez-vous le contexte actuel comme une opportunité ou une contrainte pour démarrer dans la construction neuve? Le financement, l'offre et la demande, coût de construction versus prix de logement. Donc, je pense qu'Antoine, tu vas prêcher pour ta paroisse, mais vas-y, on t'écoute. Ben oui, en fait, les taux d'intérêt n'ont jamais été aussi bas, là, premièrement. Les besoins d'habitation sont toujours là, malgré la pandémie, là, ça n'a pas changé, là, les besoins sont là. Les opportunités, il faut les voir, les terrains sont là. Nous, personnellement, là, on a au-dessus de 25 projets présentement là, à travers la province là, qui sont actifs là, au moment où on se parle, puis ça n'a jamais été aussi fort. Là. Donc, oui, la conjoncture économique est là. Les besoins sont là. Les taux d'intérêt, c'est sûr qu'ils ne peuvent pas baisser beaucoup plus bas que ça, mais ils vont rester assez bas. Je ne veux pas être une boule de cristal là, dans le monde financier, mais d'après mon humble expérience, là, ils ne monteront pas demain matin. Là, censé vont se ramasser avec des clés d'appartements, de maisons là, sur les comptoirs. Là. Donc, on peut penser que dans les 5 prochaines années, je peux m'avancer en disant qu'ils vont rester encore très bas. Là. Donc, oui, c'est favorable à des projets de construction. Ouais. Parfait, merci Antoine. On y va avec la dernière question qui va probablement clore notre question-réponse aujourd'hui. C'était Véro No Worries, hein, un beau nom. Hein? Il n'y a pas de problème avec Véro. Avez-vous des idées pour louer des appartements en construction à partir de plans afin qu'on puisse obtenir des déboursés de la caisse ou du moins nous aider là, à louer sur plan? Là? Est-ce qu'il y avait des stratégies? Est-ce que tu as vu des choses, des 3D, choses comme ça qui nous aidaient à louer?
Oui, en fait, ben souvent, c'est sûr qu'il y a une prélocation. Si on parle de location, là, c'est toujours intéressant d'arriver avec des baux devant l'institution financière, des baux qui sont signés, qui sont véridiques, là, qui sont solides, là. Donc, ça, c'est un plus. Évidemment, pour louer ça, ben, faut démontrer exactement ce que va avoir l'air l'immeuble, les intérieurs, l'allure, la vue, etc. Donc, nous, on produit justement des 3D très réalistes, là, extérieurs et intérieurs. On fait des études aussi d'analyse de l'ensoleillement. Là. Les villes veulent voir ça aussi, là, l'effet de cet nouvel immeuble-là dans le quartier, s'il va faire de l'ombrage au mois de juin à 4 heures l'après-midi ou en hiver. Là. Donc, on est capable de simuler et de reproduire là, de façon très fidèle le futur immeuble, les appartements. Donc, oui, c'est sûr que la méthode de vente, de pré-vente sur plan, on voit plus ça sur des copropriétés, des condos, parce que les promoteurs doivent faire des préventes de plus de 50% et plus là, de leurs unités avant d'avoir leur financement. Donc, dans un locatif, c'est pas nécessaire de faire des prélocations. Il y a une bonne étude de marché accompagnée de coûts de construction validés là, par des entrepreneurs, tout ça. On peut construire l'immeuble locatif sans avoir fait de prélocation. Évidemment, si vous arrivez à faire des prélocations, ben, c'est un plus dans votre dossier de montage financier. C'est extraordinaire. Ouais. Super, merci Antoine. Puis pour la conclusion, Antoine, on poserait une question qui est quand même une question ouverte, là. Des erreurs à éviter. On se lance dans un projet de construction, tu en as plusieurs derrière la cravate. Ça serait quoi l'erreur à éviter ou le petit truc là, que tu pourrais donner aux gens là, pour conclure cette session de questions-réponses? Ben, l'erreur à éviter, il y a tellement de possibilités d'erreurs. L'erreur à éviter, c'est d'aller dans cette aventure-là sans un bon accompagnement, là, parce que là, je presse pour ma paroisse, mais je veux dire, si vous n'avez pas d'expérience dans ça, puis vous vous lancez là-dedans, il y a beaucoup d'aspects là, qui sont à considérer, puis qui peuvent faire des énormes différences là, au niveau financier. Les risques, là, il y a plusieurs niveaux de risques là-dedans. Là. Donc, c'est de prendre toute l'information possible, d'avoir des bons professionnels pour vous accompagner, que ce soit en architecture, en ingénierie, etc., ou en consultant. Et de parler aussi avec des gens qui en font de l'immobilier neuf, là, de la construction. Vous allez aussi probablement avoir de bons conseils aussi avec d'autres partenaires du club là, qui sont dans ce milieu-là. Là. Super, merci Antoine. Donc, Yvan, est-ce que tu me permets de remercier Antoine au nom du club pour avoir participé aux questions-réponses? On arrive tout de suite avec le tirage ou tu veux procéder au tirage tout de suite? Avant, on va faire le mot de la fin après le tirage. OK? Antoine, restez encore un petit 5 minutes avec nous. Juste vous rappeler que on a une formation de Fast Track qui est déjà débutée. Il y a un cours de fait, mais le 24 octobre, donc samedi prochain, c'est le cours numéro 2. Ceux qui veulent embarquer, joindre le groupe, qui est une Fast Track, dans le fond, c'est 5 formations sur 3 mois. Donc, on a une formation de fait, mais on peut embarquer dans le groupe et le cours manqué, on peut le visionner, il a été enregistré. Donc, avis vous intéresser. On a également un cours de flip le 29 octobre prochain, transformé en multilogement, transformé en opportunité des multilogements trop chers le 27 octobre également. Donc, avis aux intéressés. Et Sandra, qui nous a donné, dans le fond, les gagnants du livre et de la formation. Donc, pour le livre, Jean-Philippe, on a Ken Cud. Donc, j'imagine que c'est son nom Facebook, Ken Cud. Sûrement un diminutif. Et pour la formation qui a lieu le 27 octobre prochain, Stéphane Beausoleil, qui se mérite la formation d'une valeur de 199 $. Félicitations aux gagnants. Merci à Sandra pour la participation, nous avoir aidés. Sinon, Jean-Philippe, peut-être un petit mot de la fin à Antoine et tu pourras conclure. Parfait. Et pas oublier, je pense qu'on donne toujours le livre, Yvan, dans la formation. Parce que oui, et donc la formation, donc Stéphane, même si tu n'as pas gagné le livre, tu as gagné la formation, ce qui est encore mieux parce que tu as la formation et le livre. Donc voilà, donc Antoine, un mot de la fin pour tous nos auditeurs. Est-ce que tu avais quelque chose à dire, un petit mot de la fin ou un petit remerciement quelconque à faire?
En fait, merci au club là, de continuer ces activités. Là, malgré la pandémie, ça va très bien. Vous êtes imaginatifs. C'est le fun de voir toute l'activité qui continue à grouiller tout autour. Merci de m'avoir donné l'opportunité de répondre à vos questions. C'est toujours un plaisir. Et si vous voulez nous contacter, je pense que vous allez nous coordonner au niveau du club là, pour nous rejoindre. Vision immobilière Cormier-Gagnon. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Parfait. Merci Antoine d'avoir été avec nous. On a un projet ensemble, on ne l'a pas dit aussi, mais on a fait quelques projets avec Antoine. Donc, très bon équipier à avoir dans l'équipe de l'investisseur immobilier. Donc, merci Antoine d'avoir été là. Yvan, je te laisse. Je te remercie je le remercie de son implication au club, puis on a hâte de le revoir. Yvan, je fais la traduction. Yvan te remercie de ton implication au club et hâte de te revoir. Voilà. Okay. Donc, Yvan, je te laisse le mot de la fin. Excellent. Donc, merci à tous d'avoir été présents. On s'excuse des petits côtés techniques, petits problèmes techniques qu'on a eus. Ça a quand même bien été dans le contexte. On n'a pas trop dédoublé les questions. Donc, merci à tous et à toutes. Et on se revoit la semaine prochaine avec un invité mystère. Il n'est pas encore choisi, mais on va vous annoncer ça prochainement. Donc, le 26 octobre prochain, à midi, c'est un rendez-vous à ne pas manquer comme à chaque semaine. Pardon. Donc, merci à tous et on se revoit bientôt. Bonne semaine.